Salut les randonneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va pas faire de test, on va pas partir en randonnée, mais par contre je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Allez, c'est parti. On commence avec cette première question. Quel est le matériel essentiel pour partir en bivouac? Alors là je verrai déjà quelques outils indispensables à prendre avec vous. Donc tout d'abord une tente, un matelas de sol, un sac de couchage et de la nourriture et de l'eau. Normalement, si vous prenez ces différents éléments, vous pourriez passer un très bon bivouac. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de confort, il y a différentes choses qu'on peut ajouter, comme par exemple prendre un coussin ou alors prendre différents habits pour la nuit. Et puis ce sont des choses qui pourront améliorer votre confort et il y en a bien sûr bien d'autres. On peut notamment prendre de l'équipement de cuisine, pour avoir plus de confort, on peut prendre une popote, on peut prendre des casseroles, des poêles pour vraiment se faire un bon petit festin. Et puis on peut également prendre plus d'affaires comme par exemple prendre une petite chaise de camping pour avoir vraiment le confort. On continue avec la question, comment bien préparer son bivouac et notamment au niveau de la température. Alors, il n'y a pas de secret, quand on part en montagne, c'est toujours très important de bien se renseigner sur la météo. Et là, je vous invite à utiliser des applications ou des sites web. Aujourd'hui, il y en a plein. Moi, personnellement, j'utilise Météo Blue car ça permet de mettre la météo sur le sommet que je veux et pas simplement la localité la plus proche. Donc ça, c'est surtout très important au niveau des températures car si vous mettez par exemple le village le plus proche, il sera peut-être à 1500 mètres alors que le sommet sur lequel vous voulez aller, lui, il sera à 2000 mètres. Et bien évidemment, on n'a pas du tout les mêmes températures en fonction d'altitude. Donc là, Météo Blue, vous mettez le nom du sommet où vous voulez aller et ensuite de ça, vous pourrez bien regarder la météo et surtout les températures qu'ils annoncent. Et ensuite, pour son bivouac, c'est important d'avoir du matériel qui est adapté. Donc pour la température, le plus important, ce sera notamment le sac de couchage et le matelas de sol. Pour le sac de couchage, il faudra avoir une température de confort qui corresponde à la météo annoncée, voire même un petit peu en dessous, comme ça on a de la marge. Et puis pour le matelas de sol, il faudra aussi avoir une air value qui soit adaptée. Par exemple, entre 1 et 2 pour l'été, entre 2 et 3,5 pour le printemps et l'automne, et 3,5 à peut-être jusqu'à 7 pour l'hiver. Question suivante, où trouver un bon matelas de sol? Et bien là, franchement, ça va dépendre d'où on habite. Il y a différents magasins spécialisés un petit peu dans chaque région. Sinon, sur Internet, moi je commande quand même principalement sur Internet parce qu'en général, je sais ce que je veux. Alors que quand je vais en magasin, c'est des fois difficile parce qu'il n'y a pas forcément le stock ou les pièces qui m'intéressent. Donc sur Internet, c'est une bonne solution. Moi, j'utilise souvent le site Snow Leader car ils ont quand même un large éventail de produits. Et en plus, les livraisons sont très rapides. Et sinon, au niveau des matelas de sol que je pourrais conseiller, enfin notamment au niveau des marques, il y aurait la marque Exped, la marque Sea2Senit et également la marque Thermarest qui font des matelas de sol ultra légers. Quelle est la meilleure tente? Ça, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent et franchement, c'est difficile de répondre parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément de meilleure tente. Ça va un petit peu dépendre de l'utilisation qu'on veut en faire et surtout du budget. Parce que là, on a vraiment une large panel de prix. Donc je dirais, pour citer quelques marques qui ont vraiment des bonnes tentes, on a bien évidemment les tentes MSR, les tentes Nemo, mais on peut aussi avoir la marque Big Agnès ou encore les tentes qu'on retrouve à Decathlon chez Forclaz. Donc si vous voulez quelque chose d'ultra léger, moi j'utilise personnellement la MSR Freelight qui fait environ 900 grammes. Si vous voulez quelque chose avec un petit peu plus d'espace et un peu plus de confort, vous pouvez prendre la Big Agnès Copperspur HL V2. Elle est vraiment très confortable. Et puis si vous recherchez quelque chose avec un excellent rapport qualité-prix, je ne peux que vous recommander la Forclaz MT900. Quel est le meilleur sac de couchage pour les frileux? Alors déjà, ça va être important de définir à quelle température vous voulez aller bivouaquer. Donc ça c'est le plus important. Donc pour ça, regardez bien les conditions météo avant d'y aller. Et ensuite, je ne pense pas que je pourrais conseiller un sac de couchage en particulier. Je pense que le plus important, c'est de bien comprendre le système des températures de sac de couchage. Donc par exemple avec la température confort limite et la température extrême. Donc la température extrême, vous ne la regardez pas. La température confort, voilà, c'est ce qu'on annonce. Ensuite la limite, elle sera un petit peu plus basse. Par exemple pour une confort 0, on aura une limite à -5. Donc si vous-même, vous n'êtes pas trop frileux, vous pouvez aller jusqu'à la température limite. Par contre, si vous êtes très frileux, peut-être il faudrait prendre encore un peu plus de marge avec la température confort. Par exemple, si vous voulez bivouaquer quand il fait -10 degrés, prenez peut-être
un sac de couchage confort -15. Comme ça, vous avez encore de la marge. Sinon, au niveau des marques qui sont relativement connues, on peut dire les sacs de couchage Exped, Thermarest, mais également ceux qu'on peut retrouver dans la marque Simon, qui peuvent aller aussi jusqu'à -9 ou -13. Autre point important, ne sous-estimez pas le matelas de sol, car finalement, votre système de couchage est composé du sac de couchage et du matelas de sol qui est en dessous. Donc vous pouvez avoir un très bon sac de couchage et un mauvais matelas de sol, vous aurez quand même froid. Donc pour ça, ne négligez pas non plus la air value du matelas de sol. Comment s'équiper à moindre coût? Et bien pour ça, je dirais que c'est un petit peu comme dans tous les autres sports. On peut vous conseiller Decathlon, car là-bas on trouve différentes marques qui sont utiles pour le bivouac. On a la Quechua qui est plus pour camping, Forclaz qui est pour tout ce qui touche à la montagne, et la marque Simon qui elle est plus pour l'alpinisme et qui ont quand même des choses qu'on peut utiliser pour le bivouac, comme par exemple les sacs de couchage Simon qu'on vient de parler. Donc je dirais chez Decathlon, vous retrouvez quand même du matériel qui est relativement compétitif au niveau des performances, des spécifications, mais qui a quand même un prix qui est assez abordable. Alors c'est relatif, parce qu'une tente à 250 €, ça reste 250 €, mais disons que c'est là-bas que vous trouverez le matériel le plus accessible, tout en ayant une bonne qualité. Meilleure tente, confort, prix. Alors, comme souvent, effectivement, on a le prix qui entre en ligne de compte dans le matériel de bivouac. Donc je dirais, pour garder la notion du prix en tête, comme je l'ai dit juste avant, on peut retrouver des très bons produits chez Decathlon avec des prix intéressants. Donc là, je partirais soit sur une Forclaz MT 900, donc le plus haut de gamme, ou alors un petit peu moins cher, la MT 500. Si je ne me trompe pas, la MT 900 elle est autour des 250 € et la MT 500 elle est un petit peu en dessous de 200 €. Et c'est les deux des tentes qui sont très confortables, assez polyvalentes. Donc normalement vous n'aurez aucun souci dans l'une comme dans l'autre. Et elles ont aussi des poids qui sont relativement contenus. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo et je vais les utiliser pour faire une prochaine vidéo et ainsi répondre en détail à vos questions. Quelle est la différence entre le matériel de bivouac été et hiver? Et là, c'est une très bonne question et je pense qu'on peut répondre principalement par la température de confort. Donc au niveau de la tente, c'est relativement similaire. On pourrait utiliser des tentes été pour l'hiver, mais ça, on y reviendra dans la prochaine question. Sinon, c'est surtout au niveau du couchage, donc matelas de sol et sac de couchage. Donc c'est là que ça va être le plus important d'avoir quelque chose qui est adapté. Vous imaginez bien en été, quand vous allez bivouaquer à 10 degrés, vous n'avez pas les mêmes contraintes que si vous allez bivouaquer en hiver à -10 degrés. Donc le plus important, c'est d'avoir un matelas de sol et un sac de couchage qui soient adaptés. Maintenant, une question qu'on me pose aussi souvent après celle-ci, c'est est-ce qu'on peut utiliser son matériel d'hiver pour l'été? Et la réponse est oui. Maintenant, est-ce que ça va être confortable de dormir à 10 degrés avec un sac de couchage confort -10? Moi, en tout cas, je ne le ferai pas parce que j'aurais tendance à avoir vraiment très très chaud dedans. Par contre, pour un matelas de sol, finalement, s'il a une air value élevée, pour l'été, ça ne va pas forcément tellement déranger parce que ce n'est pas ça qui va vraiment vous tenir chaud au dos, étant donné que vous pouvez aérer le reste. Donc je dirais, le matelas de sol, c'est assez facile d'utiliser le même en été et en hiver, mais dans ce cas-là, il faut prendre celui d'hiver. Il sera un peu plus volumineux, mais si vous voulez faire des économies, c'est peut-être un bon choix. Et peut-être pour le sac de couchage, là c'est un petit peu plus difficile. Alors si vous avez un -5 ou un 0 degré, vous pourrez l'utiliser en été. Mais par contre, si vous avez un très très chaud pour l'hiver, ça risque d'être compliqué pour l'été. Après, certaines personnes le font, donc c'est pas impossible, mais vous risquez d'avoir quand même un petit peu chaud. Quelle tente hiver pourrais-tu nous conseiller? Alors, ça fait suite un petit peu à la question précédente. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'une tente hiver, qu'on appelle également tente 4 saisons. Alors, il y a deux caractéristiques principales qu'on recherche dans une tente pour l'hiver. Ça va être de bien résister à la charge de neige qui pourrait tomber dessus, mais également de bien résister aux conditions météo comme le vent, les tempêtes de neige, qui sont un petit peu plus courantes qu'en été. Donc, je dirais, déjà, si vous allez bivouaquer par beau temps, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une tente pour l'hiver. Vous pouvez très bien prendre votre tente été. Moi, j'ai très longtemps utilisé ma MSR Uba Uba également en hiver. Et franchement, tant qu'il neige pas trop, il n'y a aucun souci. Elle fait aussi très bien le job.
Maintenant, si vous voulez pousser un petit peu plus loin et aller dans des conditions un petit peu plus extrêmes, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller sur une tente qui est plus typée 4 saisons. Et dans ce cas-là, on va chercher une tente qui a une structure qui sera beaucoup plus résistante, qui pourra mieux supporter la charge de neige ou alors la faire couler plus facilement sur les côtés. Et puis, on va également regarder que cette structure permette de bien encaisser les rafales de vent. Donc globalement, on aura une tente qui a un design un petit peu différent. Souvent, les tentes hiver, elles n'ont pas 2 entrées, mais qu'une seule, ce qui permet de limiter justement la charge de neige sous les côtés. Et puis, on aura des arceaux qui vont faire toute la diagonale de la tente, ce qui permettra d'avoir une meilleure rigidité, donc plus grande résistance au vent et à la charge de la neige. Et puis aussi, ce qui peut aussi un petit peu changer pour les tentes en hiver, c'est la toile intérieure. Au lieu qu'elle soit, si vous voulez, en moustiquaire, qui laisse quand même pas mal passer les courants d'air, elle aura, si vous voulez, un tissu en mèche pleine, ce qui fait que le vent ne pourra pas passer à travers. Et donc, quand vous allez respirer dans la tente, un petit peu la réchauffer, tout cet air chaud, ou en tout cas un petit peu plus chaud que l'extérieur, il aura meilleure tendance à rester à l'intérieur et du coup vous aurez une petite différence entre l'extérieur et l'intérieur de la tente qui est toujours ça de prix pendant les bivouacs en hiver. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est une tente 4 saisons, moi j'en ai essayé plusieurs et celle qui me convient le mieux c'est la Nemo Kunei. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne, vous pourrez aller la regarder. Je ne vais pas redire toutes ses caractéristiques mais franchement elle est vraiment super pour l'hiver. Comment choisir un bon sac à dos? Alors là, c'est une question assez difficile à répondre parce que ça touche vraiment le confort et donc c'est assez subjectif d'une personne à l'autre. Mais je dirais, il faut déjà bien choisir le litrage de son sac à dos. Donc pour une randonnée qui est plutôt à la journée, on partira entre 20 et 30 litres de volume. Et par contre, si c'est plutôt pour faire du trekking sur plusieurs jours, du bivouac, là on regardera plutôt entre 40 et 50 litres de volume. Si vous allez plus haut, par exemple du 60 litres, là vous aurez peut-être la tendance à vouloir mettre trop de choses à l'intérieur et forcément après il sera lourd et donc pas confortable. Ensuite, je dirais que si vous prenez un sac d'une marque connue, vous n'avez pas trop de risque de tomber sur un mauvais sac à dos. Le plus important, ça va être plutôt de régler correctement votre sac à dos. Et notamment au niveau de la hauteur avec les sangles qui viennent derrière. Si elles sont trop hautes ou si elles sont trop basses, vous aurez tendance à soit partir en avant, soit partir en arrière. Et ça, ce ne sera pas confortable. Donc le mieux, c'est vraiment de regarder que les sangles soient plus ou moins au niveau de vos épaules. Et du coup, quand vous allez acheter votre sac à dos, regardez bien que cette taille fonctionne. Et surtout, en regardant ça, faites-le avec un sac chargé. Je sais que dans certains magasins, à côté des sacs à dos, il y a des poids que vous pouvez mettre à l'intérieur. Si vous essayez un sac à dos qui n'est pas chargé, vous n'aurez pas le bon niveau et en plus vous n'aurez pas un vrai ressenti. Donc ça c'est la première chose, choisir la bonne hauteur. Le mieux encore, c'est de faire comme moi, d'acheter des sacs à dos qui sont réglables. Donc vous pouvez régler par la suite. Ils n'ont pas une taille fixe et ça c'est plutôt agréable parce que ça nous permet un petit peu de tester, regarder quelle hauteur est le plus confortable pour nous et ça permet d'être plus polyvalent. Et pour vous, mesdames qui nous regardez, c'est aussi important, il existe des versions féminines pour les sacs. Donc c'est pas juste la couleur qui change, il y a vraiment un design qui est différent, notamment au niveau des hauteurs, vu que les femmes ont tendance à être un petit peu plus petites que les hommes. Mais il y a aussi différentes choses au niveau des sangles aussi, qui a un autre chemin pour que ce soit plus confortable pour vous. Et également au niveau de la ceinture des hanches, elle est aussi un petit peu plus rembourrée pour être plus adaptée à vos hanches. Donc vous aurez aussi un sac à dos qui est beaucoup plus confortable. Donc voilà, c'est surtout ça les conseils, c'est je dirais avoir un sac à dos qui soit bien réglé, c'est peut-être le plus important. Et sinon, regardez aussi au niveau du litrage. Comment bien choisir son matelas de sol? Alors on a déjà parlé un petit peu dans cette vidéo. Donc les matelas de sol, il y a différentes caractéristiques qui vont entrer en ligne de compte lors de votre achat. Et je dirais le plus important, c'est la Air Value. Donc la Air Value, c'est l'isolation thermique. Donc quand vous avez votre matelas de sol, il y a vous, le matelas et le sol. Et en fait, vous allez produire de la chaleur avec votre corps. Et le but de la résistance thermique du matelas, c'est d'empêcher que cette chaleur parte et ensuite aille se dissiper dans le sol. Donc vraiment que cette chaleur soit renvoyée vers vous. Donc cette Air Value, plus elle est élevée, meilleur sera votre matelas de sol à basse température. Donc comme j'ai déjà dit, en général c'est entre 1 et 2 pour l'été, entre 2 et 3,5, 4 pour le printemps-automne, et pour l'hiver, on sera à 3,5 à 7 par exemple. Ça va dépendre des températures. Donc déjà là, ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur pour choisir votre sac de couchage, votre matelas de sol. Pour quelle saison est-ce que vous voulez aller? Donc comme je l'ai dit aussi avant, vous pouvez très bien prendre un matelas de sol avec une Air Value de 4 ou de 5 et l'utiliser toute l'année. Vous n'aurez pas trop de problèmes.
Ensuite, il faut regarder la taille. Donc, en général, en longueur, ils existent en 3 tailles qui est plus ou moins 1m60, 1m80 ou alors 2 mètres. Pensez à prendre un matelas de sol qui est plus grand que vous, sinon vous aurez les pieds qui vont toucher par terre et là vous aurez froid aux pieds et ça, on n'a pas envie lors du bivouac. Ensuite, au niveau des largeurs, la taille standard c'est autour des 53 cm et la taille large autour des 64 cm. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait bien bouger pendant la nuit ou vous retournez, ou alors si vous êtes aussi large d'épaule, peut-être vous pouvez partir sur une version plus large, ce sera plus confortable pour vous. Ensuite, au niveau des formes de matelas de sol, vous avez soit une rectangulaire, donc qui fait la même largeur en bas qu'en haut, ou alors des des matelas de sol qui sont en forme de momie, donc plus larges en haut et qui se rétrécissent au fur et à mesure pour être plus étroits au niveau des pieds, et bien évidemment vous avez l'entre-deux. L'avantage des momies, c'est qu'on a un poids qui est plus contenu que sur un rectangulaire, par contre un petit peu moins de confort. Et ensuite, on peut aussi parler de l'épaisseur, où là, l'épaisseur, donc en général, ils font 5 cm d'épais, mais vous pouvez aller jusqu'à 10. Le mien, par exemple, que j'utilise actuellement, fait 10 cm d'épaisseur, et ça va ajouter au confort, car ça aura tendance à mieux épouser le sol, et si vous avez un caillou de 5 cm, avec un matelas de 10 cm, vous n'allez pas le sentir, mais avec un matelas de 5 cm, là, vous allez avoir des problèmes. Donc là aussi, l'épaisseur, ça va ajouter du poids. Donc dans les matelas de sol, c'est toujours une histoire de compromis, un petit peu comme partout dans le bivouac. Donc vous pouvez avoir un truc très léger, très dimensionné à la limite de ce que vous avez besoin, ou alors avoir quelque chose de plus confortable, plus épais. Et là, ça va un petit peu changer. Ça a également une influence sur le prix de votre matelas de sol. Quels chaussons de bivouac conseilles-tu ? Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un chausson de bivouac. Déjà, il ne faut pas les confondre avec les chaussettes de bivouac. Donc les chaussettes de bivouac, c'est une chaussette avec à l'intérieur souvent une isolation, un isolant qui peut être soit synthétique ou alors en duvet, comme par exemple dans les doudounes. Et ça permet de garder ses pieds bien au chaud pendant les bivouacs d'hiver. Mais par contre, vous ne pourrez pas aller à l'extérieur avec. C'est pour ça qu'il existe les chaussons de bivouac, et eux c'est comme une chaussette, sauf qu'ils ont rajouté une petite semelle dessous, ou alors une matière imperméable ou antidérapante. Par contre, avec ça, si vous allez marcher dans la neige dehors, vous ne pourrez pas le mettre pour aller dans votre sac de couchage par la suite. Donc pour ça, il y a certaines marques comme Cumulus qui vont inventer un petit peu un hybride entre les deux. Et donc ça va être une chaussette sur laquelle on va pouvoir enfiler une protection qui nous permet d'aller marcher dehors dans la neige, et ensuite dès qu'on revient à la tente, on peut enlever cette protection et se remettre dans le sac de couchage. Donc ça c'est la marque Cumulus Equipment qui le fait. Et sinon pour les chaussons que j'utilise depuis 2 ans maintenant, c'est les chaussons qu'on retrouve chez la marque Exped. Et eux ils sont plutôt pas mal, relativement compacts et légers. Est-ce que tu utilises un footprint durant tes bivouacs ? Alors déjà, on va commencer par expliquer qu'est-ce qu'un footprint. Donc un footprint, c'est simplement une bâche qu'on va mettre sous la tente, entre la tente et le sol, pour la protéger. Donc là, on peut avoir 2 utilités à ça. C'est déjà augmenter l'imperméabilité du sol de la tente, ou alors la protéger des cailloux pour éviter des déchirures. Alors maintenant, avec l'expérience que j'ai, je dirais que pour l'étanchéité, moi, j'ai jamais eu de problème d'étanchéité avec le sol de ma tente, donc je vois pas trop l'intérêt pour ça. Sauf si on va peut-être bivouaquer vraiment dans des endroits très marécageux où là ça pourrait avoir une utilité, mais jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de problématique. Ensuite la suivante c'est pour le protéger justement du sol, des cailloux qui pourraient venir percer le sol de votre tente. Et ça c'est vrai que c'est possible, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs une seule fois en 4 ans, donc c'est pas énorme non plus, c'était un petit trou d'1 millimètre. Mais du coup malgré ça j'ai décidé de ne pas utiliser de footprint. Pourquoi ? Simplement pour économiser du poids, parce que le footprint en général ils sont entre 3 et 400 grammes et ça fait aucun sens pour moi de chercher une tente qui soit ultra light, qui fait 1,5 kg, 900 grammes par exemple, et d'ensuite rajouter 400 grammes de footprint pour protéger la tente. Donc pour moi c'est un petit peu un non-sens. Donc je dirais, comme moi, en 4 ans d'utilisation sans footprint, j'ai eu un trou dedans tout petit que j'ai pu réparer très facilement avec un patch. Donc je dirais que là, finalement, si on a un petit patch de 2 grammes dans sa trousse de secours, ça suffit largement par rapport à un footprint. Après c'est vrai, il faut un petit peu choisir ces endroits, il faut faire un petit peu attention. Mais après là c'est libre à chacun, si vous voulez vraiment économiser et faire durer votre matériel, un footprint ça peut aider. Mais si vous n'êtes pas à 1 ou 2 petits trous d'1 millimètre, vous pourrez économiser quand même pas mal de poids.
Que penses-tu de la tente Saleva Sierra Leone? Alors, moi personnellement, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas juger de manière très approfondie cette tente. Par contre, de ce que j'ai pu voir des différents tests et puis des différentes spécifications, c'est que déjà c'est une tente qui n'est pas forcément très spacieuse. Déjà, elle n'a qu'une seule entrée à l'avant. Et puis au niveau des dimensions aussi, on n'est pas dans quelque chose de très extravagant, de très spacieux. Et puis son poids, il est autour des 3 kg. Donc c'est relativement lourd pour une tente de place. En général, on parle de tente légère quand on est en dessous des 2 kg. Là, on est plutôt 1 kg au-dessus. Et puis, surtout, ce qui m'a un peu choqué, moi, c'est le prix qui est aux alentours de 300 €. Donc, je dirais on a une tente qui n'est pas très grande, pas très légère, mais elle coûte quand même très cher. Donc, pour ce prix-là, vous pouvez très bien prendre une tente de Forkla MT900 qui est beaucoup moins chère et qui fera 1,1 kg de moins, tout en étant encore bien plus spacieuse. Donc, je dirais l'avantage de la tente, de la Saleva, c'est principalement son étanchéité. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus trop un sujet, toutes les tentes sont bien étanches. Mais vu la construction qu'elle a, je dirais qu'elle est assez résistante au vent et à la neige. Donc je dirais peut-être là, ce serait son seul avantage, ce serait d'avoir une tente qui est relativement résistante. Mais sinon, je vous conseillerais quand même d'autres marques de tentes. Dans le même registre, que penses-tu de la tente Kenflex 2? Alors là encore, c'est une tente que je ne possède pas, donc tout ce que j'ai pu faire, c'est aller regarder un petit peu sur internet. Et de ce que j'ai pu voir ici, on a une tente qui part autour des 140 €, donc c'est relativement peu cher pour une tente de trekking. Elle fait 2,3 kg, donc on est déjà bien meilleur que la tente d'avant. Par contre, c'est une marque que je n'ai jamais entendue, donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut au niveau de la durabilité, au niveau de la qualité des matériaux utilisés. Et puis, niveau des dimensions, donc on a quelque chose de relativement standard pour une tente de place. Donc déjà, rien que là, sur les spécifications, elle m'a l'air mieux que la tente précédente. Par contre, je ne connais pas du tout cette marque, donc je ne pourrais pas dire qu'est-ce que ça vaut dans le temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Vous pourrez peut-être nous donner un petit peu vos feedbacks. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez appris plein de choses. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je les utiliserai pour une prochaine vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour avoir plus d'interactions. Allez, à bientôt. Ciao.